La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour Patrick. Et bonjour Léa. Comment vas-tu? Plutôt bien, un peu fatigué de ma journée de hier, mais... Ouais, c'est sûr, mais c'est le retour de tout le monde. Ah. Écoute, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi. On est dans le cadre du festival du Tour des Terroirs. Déjà, peut-être, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu viens présenter? Alors, donc Patrick Chassac, je suis producteur de noisettes dans le Lot-et-Garonne. Et donc, on a un atelier de transformation où on fait de la pâte à tartiner, de l'huile de noisette, de la farine de noisette, des noisettes enrobées de chocolat, et une gamme qu'on va développer à fur et à mesure du temps. Et donc, on est autour des terroirs. Alors, c'est la deuxième participation qu'on fait. Donc, c'est un but pour nous de présenter nos produits, de découvrir comment se passe le monde des chefs. Ouais. Le monde des chefs. C'est un monde qu'on ne connaît pas. Et puis de rencontrer des Lyonnais parce qu'on n'a jamais travaillé avec des Lyonnais. Donc, c'est pas le même côté de la France. Et c'est pas le même côté de la France en plus. C'est quoi toi ton dessert d'enfance, tu vois, ton dessert préféré quand tu étais enfant? C'était la tourtière parce que ça me rappelle mes grands-parents. Il y a sûrement un côté nostalgique. Et puis c'est vraiment le dessert de notre région. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, pour tous les gens qui ne sont pas de cette région, qu'est-ce que c'est qu'une tourtière? Alors, une tourtière, c'est une pâte feuilletée qui est étalée. Et c'est fin comme une feuille de cigarette, quasiment. Ok. Donc, comme aujourd'hui, je crois que ça pourrait pas se faire parce qu'il y a trop d'hygrométrie. Donc, elle casserait. Je crois que ça poserait de sérieux problèmes. Et en fait, toutes ces couches, après, ils en font comme un fond de tarte. Ils y mettent de la pomme. Mm-hmm. Et après, tout le gros du feuilleté, ils le plient pour que ça fasse du volume. Et Okay. une fois que c'est cuit, ils arrosent ça avec de l'eau de vie. Ok. De chez nous. Donc, voilà ce que c'est que la tourtière. Mais je le décris sûrement mal parce que... On ira voir sur Internet en plus pour avoir un visuel c'est ça. en tête. C'est ça. Et c'est quoi ton premier souvenir avec la noisette? Pas forcément casse-noisette, tu vois, la noisette en règle générale. Vraiment le premier souvenir que tu as en tête. Alors, le premier souvenir que j'ai en tête, c'est... Alors, il faudrait que je te fasse l'historique de la noisette. Comme ça, tu comprendras. Donc, la noisette, c'est un groupe de producteurs qui, suite au traité de Rome de 1964, alors le traité de Rome, c'est la PAC d'aujourd'hui, en fait, c'est ce qui a dessiné la PAC d'aujourd'hui. Ok. Politique agricole commune. Et en fait, ce groupe d'agriculteurs se sont dit, on va avoir des aides, mais les aides ne dureront pas aussi longtemps que les impôts. Donc il faut qu'on trouve une culture qui soit adaptée à notre région, au contexte économique, et qui nous fasse vivre au cours mondial si on veut que ce soit durable. Donc à l'époque, ils avaient essayé, je crois que c'était 14 espèces différentes. Alors il y avait de l'arbre, il y avait des légumes. Et en fait, c'était la noisette qui est ressortie, qui répondait à tous nos critères, c'est-à-dire la compétitivité mondiale, la climatologie, et qui pouvait nous faire vivre dans nos exploitations du Lot-et-Garonne, en fait, c'était des exploitations qui étaient issues élevage, pruniculture et un petit peu de céréales. Donc on n'a pas des grandes étendues, c'est-à-dire qu'on n'était pas capable de faire de la céréale et se battre sur le marché mondial. Donc c'était la noisette qui a le mieux matché.
Donc en fait, le premier souvenir de la noisette, pour moi, c'est un aspect entrepreneurial. Ok. Et Voilà. alors après, comment est-ce que t'en es arrivé jusqu'à développer Casse-Noisette et pourquoi ce nom? Ah, pourquoi? Donc en fait, donc moi, j'ai passé quasiment ma carrière à faire de la production, hein. Mhm. J'ai quasiment pas fait de transformation. Et donc, on a deux filles avec Sabrina. Et donc, elle travaille avec nous, mais dans la partie commercialisation, c'est-à-dire la partie production, ça ne l'intéresse pas. Et c'est la partie transformation qui a été développée par sa maman, en fait, sur l'exploitation. Parce que Sabrina avait fait une carrière syndicale, de syndicaliste. Et à 36 ans, on est plus jeune agriculteur. Mhm. Donc, elle a voulu continuer à avoir du contact et autres. Et c'est comme ça qu'on a développé la transformation. Et le nom du casse-noisette, c'est nous qu'on l'a choisi, mais c'est pas nous qu'on l'a imaginé. C'est une agence de communication qu'on a chargée pour faire notre packaging et tout. Et ceux qui nous ont proposé le casse-noisette, ça a matché, Mhm. ça nous a bien plu. C'était quoi votre vision de départ et comment est-ce qu'elle a évolué et aujourd'hui, quelle est votre vision? Alors, la vision de départ dans la transformation, c'était d'avoir un produit, alors pas à tartiner en fait, hein, puisque en fait, la chance qu'on a, c'est que Ferrero, avec Mhm. Nutella, fait tout le travail, hein. Et nous, on arrive derrière, on dit on a un produit de qualité, on a juste ce que ça à dire en fait. Et donc, on a développé cette partie-là. Et aujourd'hui, on axe un petit peu, enfin, on va axer ça sur noisettes et chocolat. Et notre développement actuel, c'est de travailler sur un chocolat où on va intégrer de la noisette à l'intérieur. Ok. Voilà. Alors, ça va répondre à, à deux questionnements, c'est-à-dire que le marché du chocolat va commencer à être saturé Mhm. et, et d'introduire de la noisette à l'intérieur, ça colle vachement à notre image puisqu'on est producteur de noisettes et pas de chocolat. Et donc, on va axer ce développement-là, puis on aura un goût bien particulier à nous parce qu'en fait, euh, ce que on a appris dans la production et de travailler au niveau mondial, c'est-à-dire que toute notre démarche technique de la noisette, c'est d'être toujours dans la compétition mondiale et d'être toujours bon parce que quand on est sur le marché mondial, dès qu'on baisse les bras, on est foutu. Mhm. Donc il faut toujours imaginer, il faut toujours être imaginatif, productif, inventif et tout ce qu'il faut. Et donc, d'avoir un chocolat avec de la noisette, on sera quasiment les seuls à avoir ce genre de choses. Ouais. Donc c'est toujours dans l'innovation et dans la différenciation par rapport à ce qui se fait, qu'on veut exister en fait. Sur la culture de la noisette, parce que du coup, on est d'accord, vous produisez les noisettes et Oui, ensuite vous les ouais. transformez. D'ailleurs, Euh, notre vrai, enfin, oui, mon c'est métier, c'est déjà la la production. production. Et du coup, sur la production de la noisette en tant que telle, comment ça se passe? Tu vois, bah, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui ne savent pas quand est-ce que ça donne un noisetier. Du coup, c'est quoi la saisonnalité un petit peu autour de tout ça? Est-ce que ça représente beaucoup de travail? Quel type de culture aussi Mhm. est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous expliquer un Mhm. peu tout ça? Alors, la noisette, ça pousse sur Oui. un arbre qu'on plante sur nos terres. Alors, ça, la plantation se fait toujours en hiver. Mm. C'est un arbre qui n'est pas greffé. C'est issu d'un marcottage. Et le marcottage, c'est on prend un pied-mère, on couche une branche et on lui fait prendre racine Mm. et on a l'identique de Mm. l'arbre qu'on vient de marcoter. Donc, c'est des marcottes qu'on replante. Ça met entre 5 et 7 ans pour avoir la première récolte de Ok. noisettes. Ouais, Donc, quand même. voilà, Mm. oui. C'est des arbres plein vent, c'est-à-dire c'est des arbres, c'est pas de très haute densité. Mm. Oui, ça fait presque buisson un petit peu. Oui, c'est ça, Mm. oui. Et c'est un arbre qu'on plante, enfin nous, chez nous, c'est 3 mètres sur le rang et 6 mètres entre le rang. Ok. Voilà, donc c'est des faibles, enfin, c'est pas des hyperdensités, Mm. comme les pommiers ou autres. Ouais. C'est des vergers qui sont adaptés à 100% de mécanisation, parce que pour être compétitif, il faut que ça soit mécanisable. Donc moins on passe de temps, et moins le coût de revient est important. Donc, ça se récolte au sol.
mais mécaniquement. Donc on passe avec un balai, enfin, nous on appelle ça un balai, c'est comme une vis sans fin qui rassemble toutes les noisettes au milieu du rang. Ok. Et après on a une seconde machine qui ravale cet andin. Il sort 95% des déchets puisque comme on ramasse au sol, on ramasse tout. Et après on met ça dans une trémie. Et cette noisette, on la stabilise, c'est-à-dire que si on la ramasse à 14-15% d'humidité, on la stabilise autour de 9% d'humidité. Ok. Alors c'est équivalent à un séchage, mais un séchage très doux. On ne dépasse pas 30 degrés pour sécher de la noisette, sinon on détériore le goût de la noisette. Une fois qu'elle est stabilisée, après on a le temps de la travailler tout l'hiver en fait, et elle se conserve hyper bien. Oui, parce que du coup, donc la récolte, si je me trompe pas, c'est autour de juillet, août, septembre, Alors non? Septembre, octobre. Septembre, automne en fonction de la variété. Ok, c'est ça. En fait, il y a des variétés hâtives et des variétés tardives. Et donc, toi, vous avez toutes les variétés, vous avez une seule variété, Non, comment ça se passe? sur l'exploitation, il y a 4 variétés. Ok. Alors, la première variété qu'on a plantée, c'est de l'énis, et c'est plutôt une variété fruit à coque, qui se mange avec la coque. Après, on a planté de la pavoutette, et c'est celle que nous, on développe, parce que donc c'est une variété pour faire de l'industrie, c'est-à-dire c'est une variété qui est faite pour le cassage. Et c'est une variété que j'adore, parce que c'est une variété vraiment adaptée à notre climat, à notre sol. Et c'est une variété que moi, je me sers pour contrer la noisette du Piémont. Alors, on a un goût... Pourquoi? Parce que le goût est... Alors, on a un goût un petit peu différent, mais je pense que c'est une noisette qui peut être concurrente de la noisette du Piémont en termes de goût, de qualité. On fait aussi bien, même peut-être mieux qu'eux aujourd'hui. Et c'est vraiment... Alors, il faut qu'on la fasse découvrir. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et c'est une variété qui a de l'avenir pour moi et qui plaira à ceux qui la travaillent. Enfin, en tout cas, toi, toutes les variétés que tu as, elles ont le même rendement? Non, pas tout à fait. Mais alors en fait, on va rentrer dans tout ce qui est changement climatique. Donc on a des variétés hâtives et des variétés tardives. Alors les variétés hâtives, c'est celles qui démarrent très tôt au printemps et qui sont très sensibles au gel. Du coup, oui. Et les variétés tardives, c'est celles qui démarrent le plus tard au printemps et qui sont le moins sensibles au gel. Donc en fait, comme nos champs sont vallonnés, donc on a des buts où ça risque quasiment rien en termes de gel. Ok. Et on a des ponts où ça risque au gel. Donc en fait, on adapte nos variétés en fonction du climat. Voilà. Donc en fait, les variétés tardives, on va les mettre où ça risque d'être gélif. Et les variétés hâtives, on les met où c'est pas gélif. Et est-ce que le noisetier, c'est très sensible justement au gel? C'est assez sensible, oui. Ah oui, ok. Je pensais que c'était assez résistant. Oui. Ouais. Alors en fait, parce que la particularité de la noisette, alors tout le monde connaît la fleur mâle, le chaton, et la petite fleur femelle, celle qui donne les futures noisettes, elle n'est pas plus grosse qu'une tête d'épingle, elle est toute rouge. Ok. Donc le noisetier fleurit en hiver, c'est-à-dire de décembre à février, donc elle ne craint pas le froid. D'accord. Mais le souci, c'est que la petite fleur, elle fait la branche où pousse la noisette, et elle ne fait pas la noisette. Et en fait, le gel, ce qui détruit, c'est la future branche qui porte les noisettes. Donc en fait, on est hypersensible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les premières feuilles commencent à sortir, eh bien, on est très sensible au gel. Et si ces feuilles-là sont gelées, il n'y a pas de noisette. Ok. Voilà. Et après, la seconde particularité de la noisette, c'est que la pollinisation se fait en hiver et la fécondation se fait qu'au mois de juin. Parce que tous les fruits, c'est pollinisation, fécondation. Et la noisette, c'est bien particulier. Okay. Et en fait, c'est parce que la fleur fait la branche qui va porter les noisettes. Et les noisettes, alors aujourd'hui, elles commencent à être formées, mais au mois de juin, elles sont quasiment aussi grosses que comme on les récolte. Ouais. Et c'est à ce moment-là que ça se féconde. Et ça, c'est toutes les variétés, parce que par exemple, le figuier, il y a différents types de pollinisation, etc., selon les figuiers, mais là, du coup, c'est toujours la même chose sur tous les noisetiers. Tout à fait.
T'en parlais un petit peu, du coup, justement, de tous les enjeux climatiques, etc. Toi, déjà, comment est-ce que actuellement tu le vis, tu le ressens, qu'est-ce que t'as remarqué, et du coup, qu'est-ce que tu prévois aussi comme adaptation, Mm. parce qu'il va falloir s'adapter sur les Tout à fait, prochaines oui, oui, années. tout à fait. Alors, nous, le problème, c'est que c'est des plantations pérennes, donc on ne change pas d'une année à l'autre la Ouais. variété. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on prévoit depuis perpète. C'est le changement Je te climatique. coupe, mais tu replantes des noisetiers à peu près, enfin, tous les combien? Parce que du coup, ça met 5 à 7 ans à donner, mais... Alors, pour l'instant, les premières plantations existent toujours. Existent Ok, toujours. ça fait combien de temps? Quasiment 50 ans. Ah oui, donc ça dure Oui. pendant très Ah longtemps, en oui. fait, le Et noisetier. en fait, le noisetier, pour le faire durer, eh bien, il faut lui couper du bois, en fait. Hmm. Parce qu'en fait, comme je te disais, Oui, comme ça repousse, c'est sur la nouvelle branche que voilà, ça c'est ça, donne, oui. ouais. Donc, en fait, couper du bois pour le renouveler. Et si on renouvelle le noisetier en permanence, Et pour ça peut durer l'instant, très longtemps, ok. alors, il y a toujours des arbres qui crèvent, hein, mais sur l'ensemble Par du rapport à verger, d'autres fruitiers, voilà. ça Ah donne oui, pendant très très longtemps. tout à Oui. fait, oui, oui, oui. Ouais, il n'y a pas de souci, oui. Alors, l'enjeu climatique, alors, nous, alors, c'est pour te faire court et simple, l'agriculture, c'est toujours battu contre ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mm. Et l'agriculture de demain, c'est celle qui va travailler avec le végétal. Et c'est elle qui va nous rendre tous les services pour s'adapter au changement climatique. Euh, Ouais. En fait, c'est ça. Et à tout ce qui est... alors, ça a un super enjeu, le végétal. Un, c'est le fonctionnement de la planète. C'est ce qui va nous réduire tout ce qui est dépendance à l'énergie. Parce que le végétal, lui, pousse à l'énergie solaire. Il débrouille Ouais. tout seul. Il va nous rendre tous les services qu'on a besoin. Alors que ça soit économique, écologique, les écosystèmes, les futurs goûts de nos fruits et légumes, Mm. c'est eux qui vont le faire. Donc c'est merveilleux, mais il faut apprendre à vivre au milieu du végétal. Et te donner une image, être agriculteur quand moi j'étais jeune, c'était travailler un sol et faire pousser une culture Mm. dessus. Et mon métier en fin de carrière, c'est trouver les équilibres au milieu de la nature et je vais produire au milieu des équilibres. C'est-à-dire, c'est plus moi qui vais Dicter les règles, ouais. dicter les règles, c'est juste je vais faire des rajustements en permanence par rapport à mon objectif de production. C'est un enjeu passionnant, Ouais. mais ce dont on est sûr, c'est que c'est celui-là qui nous réglera tous les problèmes de la partie météo, climat, économique et goût. C'est par là que ça passera. Alors, il y a des cultures qui vont être plus compliquées que d'autres, forcément, du coup, avec tout ce modèle-là. Est-ce que tu dirais que la noisette, c'est une culture qui peut facilement s'adapter à tout Ah ça? oui, c'est super. Euh, Pourquoi? que ce soit moi ou tous les pruniculteurs, tous les noiseticulteurs, on est passionnés par notre métier, donc on est passionnés par le végétal. Comme je te disais, on est sur la course mondiale, donc il ne faut pas qu'on perde pied. Et la tendance de demain, eh ben, c'est toujours réduire les coûts, c'est toujours produire mieux, plus propre et avec plus de goût. Ouais. Donc en fait, on est dans cette course-là et c'est le végétal qui nous répondra à tout ça. De A à Z, c'est par là. Et c'est fabuleux parce que, tu vois, les noisetiers, quand je me suis installé dans les années 90, un verger de noisetier, soit il était tendu comme un gazon à l'anglaise, Ouais. soit il n'y avait pas un pied d'herbe dessous. Oui, alors qu'en plus, ça change rien. Enfin, Oui, ça change rien sur ta culture, tout toi, à in fait, fine, oui, quoi. oui. Et aujourd'hui, tu verrais dans nos vergers, Mm. alors, si tu prenais l'œil d'il y a 40 ans, c'est une vraie friche. Ouais. Mais ça grouille de tout. Tu as plein d'insectes, tu as plein d'abeilles, tu as différentes. En gros, dans nos vergers aujourd'hui, on a quasiment 150 espèces végétales différentes. Ok. Et ce qui me marque le plus, c'est qu'aujourd'hui, dans nos vergers, on a des orchidées sauvages. Mm. Et qui aurait dit que dans l'agriculture intensive, Mm. parce que notre but c'est toujours de produire, hein, et c'est pas de produire moins, c'est toujours d'essayer de gratter quelques quintaux de plus.
eh bien, on arrive à faire pousser des orchidées qui, dans l'image de tout le monde, c'est quasiment quelque chose de très naturel et qui ne peut pas pousser dans un milieu Ouais. cultivé. Alors, j'ai deux questions du coup par rapport à tout ça. Déjà, toi, est-ce que ça a été compliqué, tu vois, justement, de vivre tout ce changement et de devoir un petit peu, parce que mine de rien, ça demande aussi, tu vois, un changement de psychologique presque, j'ai envie de te dire, de se dire, bah en fait, faut que je change la façon dont je fais mon métier et dont je l'ai appris. Est-ce que ça a été dur pour toi de t'adapter? Alors non, parce qu'en fait, moi, je suis pas arrivé. Cette philosophie-là, je ne l'ai pas eue par le biais écologique, je l'ai eue par le biais de la gestion analytique. Ok. Et ma première expérience, c'est en 1994. Je suis quelqu'un qui adore voir des papillons voler. Et puis j'avais trouvé il y avait des semences, que si on semait des semences, on en faisait venir les papillons. Et quand, comme je te disais, un verger, quand on le plante, le moment où on le plante, le moment où on récolte, il s'est passé Oui, 7 ouais. ans. Donc il y a quasiment entre 4 et 5 ans où, au milieu de nos rangées de noisetiers, il n'y a rien qui produit. Et moi, je me suis dit, est-ce que je peux pas semer Hmm. des espèces pour faire venir mes fameux papillons? Donc je demande à mon technicien, je lui dis, est-ce que je peux semer ça? Est-ce que je vais pas retarder ma plantation? Parce qu'en fait, personne ne semait, on avait toujours un gazon tout Hmm. propre. Ben, il me dit, écoute, c'est simple, Patrick, tu fais un rang sur deux. Un Et rang tu comme, vois, ah ouais. un rang comme tu as envie, et un rang comme tu fais, comme on a toujours fait. Puis il me dit, tu sèmes ça, et puis moi, avant de partir en vacances au mois d'août, je repasse chez toi, et on fait le bilan de tout. Donc je sème mes variétés à papillons. Donc ça se sème au mois de février, à quelque chose Hmm. près. Donc ils poussent. Donc on voyait plus mes noisetiers au milieu. Ouais, ça me fait des cheveux blancs. Donc ça a fleuri, c'était magnifique. J'ai eu des super papillons. Alors, sur le coup, j'avais jamais compris pourquoi. D'un coup, je voyais des papillons et qu'avant, j'en voyais pas. D'où Hmm. ils sortaient. Bon, c'est la nature, hein. Ouais. Oui, des fois, des trucs arrivent. C'est ça. Et puis donc, ça a fleuri, ça a séché. Et puis à côté, je passais mes outils pour qu'il n'y ait pas un brin d'herbe qui pousse. Hmm. Donc c'était nickel, enfin nickel entre guillemets. Et puis arrive le début août, donc on fait le bilan, on va dans le verger. Et puis, tu vois, où j'avais fait pousser mes fleurs, où c'était la friche, mais le sol n'était pas du tout fendu, parce que nous, on est sur des terres Hmm. argilo-calcaires. Il n'y a pas de fente. Et à côté, il y avait des fentes. Bah ouais. Alors, j'ai dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Puisqu'en fait, où on nous dit qu'il faut travailler pour garder la fraîcheur, il y a des fentes Du comme coup, ça. ouais. Et où j'ai rien fait, il n'y a pas de fente. Et Claude m'avait expliqué, il m'a dit, c'est tout simple, hein. Ton végétal, il a poussé au printemps quand il y avait de l'eau. Donc il laisse de l'eau en sol, etc. Voilà. Donc en plus, il a fait l'effet, c'est-à-dire il a pris de l'eau à un moment donné qu'il n'y en avait plus besoin, qu'il y en avait en trop dans le sol. Quand il a fleuri, ben, sa consommation d'eau a diminué. Et quand il a été séché, ça a fait un buvard et ça a évité toute Hmm. l'évapotranspiration. À côté, où je passais toujours je remets ma terre où je tondais mon gazon. En fait, chaque fois que je tombe mon gazon, il veut le repousser, il reconsomme de l'eau. Et en fait, j'ai fait consommer de l'eau en plein été qu'il fallait pas, en fait. Ouais. Et sur une exploitation comme moi, d'arrêter de tondre mon gazon ou de travailler mon sol, eh bien, j'économisais 300 heures de travail Ouais, c'est ça, c'est et énorme. 3000 litres de gasoil. Alors moi, en tant que calculateur et dès que trouver des économies, je dis, ça va matcher avec moi. C'est une très bonne économie. Hmm. Et en fait, je suis venu à l'écologie par le biais de l'économie. Et aujourd'hui, quand j'entends dans les médias que pour faire du durable, ça coûte de l'argent, moi, je suis pas d'accord. Bah disons que je pense que ça dépend des cultures et tu dois plus ou moins t'adapter quoi. Effectivement, il y a des cultures où ça peut être un petit peu plus compliqué, mais effectivement sur des cultures de verger. Oui, puis si tu veux, ça rend tellement de services parce que il s'est passé quasiment 25 ans depuis ma première expérience, donc j'ai appris beaucoup de choses. Hmm. Donc aujourd'hui, c'est nos plantes qui cultivent le sol. Ouais. C'est-à-dire, comme il y a différentes espèces de plantes, il y en a qui descendent en profondeur, il y en a Hmm. qui sont en superficie. Donc celles qui descendent, qui nous gèrent le sol, celles qui donnent à manger à nos vers de terre. Donc aujourd'hui, quand j'entends parler de sol vivant, ben nous on a un sol vivant, Ouais. puisqu'en fait il a à manger. Et, et en plus, par rapport à la climatologie, en été, parce que aujourd'hui, le noisetier, ce qu'on craint le plus, c'est les coups de chaleur en été.
Donc en plus, là, du coup, ça permet Donc de garder la fraîcheur. Ouais. voilà, quand tu as un sol végétalisé, eh bien, on baisse la température de nos vergers. Et pour te donner un ordre d'idée, un champ qui est travaillé, où il n'y a pas de culture dessus, quand il fait 35 degrés, c'est un champ qui est quasiment à 60 degrés. Hmm. Et tu prends à côté une prairie, elle est qu'à 25 degrés. Bah oui, oui. Donc tu vois le changement. Donc en fait là, c'est tout bon. On a tout à gagner de laisser faire la nature. Elle sait mieux faire que nous. Nous, on C'est sait pas clair. faire. Et tu fais des économies, c'est-à-dire que tu vas économiser en termes de quantité d'eau, tu vas améliorer ta qualité, c'est-à-dire que euh, un coup de chaleur sur un verger, tu as des brûlures, tu perds de la quantité, tu as un fruit qui peut devenir à maturité plus rapidement. Donc, on dégrade le goût, ça coûte plus cher en énergie parce que si tu veux mettre de l'eau pour faire baisser la température, ça coûte de l'énergie. Ça coûte de l'eau à un moment donné où il n'y en a pas. Donc, en fait, Ouais. il faut faire confiance à la nature. Il faut garder toujours l'objectif de production. Et nous, on n'a qu'à corriger les équilibres. Parce que oui, c'était la deuxième question que j'avais. Est-ce que tu vois justement un impact même minime sur la production, soit positivement, soit plus négativement, mais est-ce que ça a un quelconque impact? Alors, pour moi, c'est un impact positif. Oui, par rapport Alors, à tout ça, oui. euh, si tu veux, alors, ce qui donne le goût à nos productions. En rentrant, alors ça c'est les scientifiques qui nous ont appris ce genre de choses, parce que moi c'est pas mon job, ça je sais pas faire. Mais en fait c'est tout ce qui est oligo-éléments. Et quand tu as une richesse Mm. végétale au sol, donc chaque plante va chercher différents oligo-éléments, en se décomposant sur le sol, elle nous fait notre couche Mm. d'humus, et nos plantes vont chercher dans cet humus leur alimentation. Et plus tu as un sol qui est riche et diversifié, plus tu vas avoir des goûts diversifiés. Et donc, nos noisettes, issues de ces vergers-là, ont des goûts différents. Ouais, Et je pense qu'elles sont plus riches en goût. ouais. Alors moi, j'ai du mal à le faire parce que c'est pas mon métier. Mais je pense que si on tombe sur des professionnels de la gastronomie, ils vont savoir nous faire cette différence-là. Mm. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai quelques petites questions de fin. Déjà, c'est quoi, toi, ton dessert préféré avec la noisette? Ce que tu peux faire avec tes produits, ou Ah, dessert ou sucrerie ou... ah, ça c'est une bonne question. Parce que je vois de la noisette tous les jours. T'en peux Alors, plus, du coup, tu manges alors des en fait, desserts autre chose que où des je craque noisettes. le plus, c'est la noisette torréfiée, Ok. brute. Voilà. C'est celle-là où je craque le plus facilement. C'est quoi ton péché mignon? Je suis mais j'en ai pas, je suis parfait, moi. Non, c'est le sucre. Au sens large, genre tout ce qui est sucré, quoi. Ouais, c'est ça, oui. C'est quoi la dernière saveur que t'as découverte et aimée? Alors, la dernière saveur que j'ai découverte et que j'ai aimée, c'est, alors, si tu veux, c'est des arrangements que font, imagine, les pâtissiers ou, tu sais, les jeunes entreprises qui font, c'est comme pour l'apéritif, tu sais, des mélanges, tu sais, de Ouais, sauces, des trucs comme ça. C'est ce que, alors, la dernière, c'est au poivron. ok. Un poivron mélangé avec quelque chose que j'ai oublié. Mais c'est ce genre, tu sais, cette nouvelle cuisine ou ces nouveaux assemblages qui est fait, qui me marque énormément. Et, et ça me marque d'autant plus parce que ça me rappelle mes champs avec la diversité qu'il peut y avoir. Et je trouve que le monde de demain va être vachement pertinent par rapport à tout ce qui est changement climatique Mm. parce que ces changements de goût, on va les chercher dans des modifications de culture. Ouais. Et en fait, autant pour moi, tout l'aspect politique qu'on nous saoule là, qu'il faut changer, que la PAC, ils nous la changent en nous mettant 3% de plus. Ça marchera jamais. Par contre, Les goûts. les jeunes qui vont faire évoluer les goûts, c'est eux qui vont faire changer le monde culturel de demain. Et il ira dans le bon sens grâce à ça.
C'est passionnant. Et est-ce que, du coup, pour terminer cet épisode, tu as un message à faire passer, soit pour les autres producteurs, soit pour les consommateurs, soit pour les chefs, soit différents messages pour ces différentes cibles, voilà, pour terminer. Alors moi, ce que j'aimerais, tu vas passer comme message avec les chefs, parce que j'ai vachement de... C'est un monde que je connais pas beaucoup. C'est un monde, je pense, assez particulier. Et l'enjeu de demain, il va falloir qu'on l'écrive avec les chefs, parce que c'est les chefs qui sont la transmission entre nous et les consommateurs. C'est eux qui savent accorder les goûts. Et pour te donner un ordre d'idée, sur l'exploitation, on est en train de travailler sur un verger multi-espèces Ok. et avec des variétés anciennes. Et alors, c'est quelque chose qu'on travaille avec l'INRAE, parce qu'ils ont ouvert, mais c'est dans toute la France, hein, ils ont ouvert des crédits et une recherche pour trouver les vergers de demain. Et c'est un verger où il faut qu'on soit main dans la main avec les chefs et nous. Alors, par rapport au changement climatique, si tu veux, on va avoir différentes variétés pour adapter, mais on sait que demain, les variétés hâtives, il y a des moments où elles ne produiront pas parce qu'on aura du gel. Il faudra faire avec les variétés tardives. Ouais. Et on veut tout mélanger ça dans un verger pour être sûr que tous les ans, on aura une production moyenne. C'est-à-dire, on ne va pas aller chercher la production maximale, mais on va chercher la production moyenne pour que les années où il gèle, on ne soit pas à zéro. Et pour ça, il faut que les chefs ils nous aident pour nous donner les variétés qui vont pouvoir définir un goût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de la variété, on va produire, ils sont capables de faire des saveurs. Et pour les nouveaux vergers, il faut qu'on puisse mélanger différentes variétés, mais qu'on retrouve toujours les saveurs s'il y en a une qui subit le gel ou une autre chose en fait. Et c'est eux qu'il faut qu'on travaille avec eux pour trouver ces saveurs-là. Et que nous, notre métier, c'est de produire. Et eux, c'est de faire les assemblages. Et il faut qu'on travaille main dans la main. Et tu vois, aujourd'hui, j'ai des difficultés pour trouver ces chefs-là qui nous aident. Et c'est compliqué. Alors, déjà, pour faire passer le message, pour les aborder. Parce que tu vois, je suis Claire Elzer et j'avais écrit sur Instagram un petit truc. J'ai jamais eu des réponses. Mais c'est très compliqué, ouais. J'ai sûrement mal expliqué mon problème. Mais si tu veux, c'est avec des personnes comme ça. Il n'y a pas qu'elle. Il y a plein de pâtissiers, il y a plein de chefs. Mais c'est avec eux qu'on fera l'agriculture de demain et qui passera aussi à travers tout ce qui est les enjeux climatiques. Et donc, je repasse le message comme quoi. Oui, si parmi les auditeurs et auditrices, on peut vous contacter donc du coup sur Instagram principalement. Ouais. Casse-noisette. Ouais, c'est ça. Voilà. Casse-noisette et mon Instagram à moi, c'est Alzenut. Ouais. Avec un H de mots. Mais je mettrai tout dans le descriptif de l'épisode. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci à toi. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!